En novembre 2025, l'Institut de recherche de l'armée Walter Reed publiait une étude que personne n'aurait dû lire. 181 études, 232 traitements du PTSD, plus de 124 000 militaires. Le résultat, 40% des anciens combattants abandonnent la thérapie avant qu'elle ne soit terminée, avant de pouvoir guérir. 40%. Et l'étude nous dit aussi pourquoi. Les souvenirs sont trop douloureux. La thérapie les force à revivre le trauma. Et beaucoup n'y arrivent pas. Mais voici ce que l'étude ne dit pas. Ce type de trauma n'a pas commencé en Afghanistan, ni en Irak, ni au Vietnam. Il a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale, sur les champs de bataille d'Europe, avec une arme allemande qui rendait les hommes fous, simplement par son son. Bienvenue dans l'histoire du Nebelwerfer, le Nebelwerfer, ou lance-roquettes de brouillard, l'arme que les Alliés surnommaient Moaning Mini. Mini la gémissante, l'arrêt de mort hurlant, et à la question à laquelle Walter Reed tente de répondre depuis 80 ans, pourquoi les soldats craquent-ils? Pourquoi des hommes forts se transforment-ils en épaves tremblantes? Pourquoi le son d'une arme est-il parfois plus mortel que l'arme elle-même? Restez avec nous, car ce qui va suivre changera à jamais votre compréhension de la guerre. Le Nebelwerfer traduit littéralement « lanceur de brouillard ». Officiellement, il était destiné à lancer des obus fumigènes pour masquer les positions ennemies, pour dissimuler les mouvements de troupes, mais ce n'était que la version officielle. En réalité, le Nebelwerfer était un lance-roquettes, l'un des premiers de son genre, et l'un des plus meurtriers, le Nebelwerfer 41 de 15 cm, 6 tubes, calibre de 150 mm, monté sur un affût à 2 roues, une salve de 6 roquettes en 10 secondes, portée 6900 mètres. Et puis, il y avait le son, un hurlement, un crissement, un bruit. Venu de l'enfer, les roquettes avaient des buses spéciales. Les ingénieurs les appelaient whistle vanes, ailettes siffleuses. Elles produisaient un son aigu et sinistre pendant le vol, un son qui vous glaçait le sang, un son qui faisait pleurer les hommes. Les soldats américains en Sicile l'ont entendu pour la première fois en juillet 1943. Ils l'ont immédiatement surnommé Screaming Mimi, Mimi la hurleuse. Les soldats britanniques lui ont donné un autre nom, Moaning Mini. Mini la gémissante. Les deux noms étaient pertinents, car le bruit ressemblait à une plainte, à un cri, au hurlement d'un animal mourant, encore plus fort, beaucoup plus fort, et il annonçait la mort. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passait lorsqu'une batterie de Nebelwerfer tirait 6 lance-roquettes, 36 roquettes par salve. Chaque roquette pesait 34 kg, dont 2 kg d'explosifs. Pas beaucoup comparé à un obus d'artillerie. Mais le Nebelwerfer ne tirait pas un seul obus. Il en tirait 36, en 10 secondes. Puis il rechargeait et tirait à nouveau, et encore. Une seule batterie de Nebelwerfer pouvait tirer plus de 200 roquettes en 1 minute, 200 explosions, 200 hurlements dans le ciel, 200 impacts, en 60 secondes. Ce n'était pas un bombardement d'artillerie, c'était un ouragan d'acier et de feu, et le son était le pire, car le son arrivait avant les roquettes. Vous entendiez le hurlement, puis vous aviez 3 à 5 secondes, 3 à 5 secondes pour vous. Caché, pour vous mettre à l'abri, pour prier, et puis les impacts arrivaient, partout, en même temps. Il n'y avait pas d'endroit sûr, il n'y avait pas d'avertissement indiquant où les roquettes allaient frapper, il n'y avait que le son, et puis la mort, ou la survie. Pour cette fois, l'impact psychologique était dévastateur, car l'esprit humain n'est pas fait pour de telles pressions. Nous ne sommes pas conçus pour regarder la mort en face. Encore et encore, heure après heure, jour après jour. Semaine après semaine, le corps peut endurer beaucoup, mais l'esprit craque. Tôt ou tard, chaque esprit craque. Les psychologues militaires le savaient déjà pendant la Première Guerre mondiale. Ils appelaient ça le choc obusier, le choc obusier.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a reçu un nouveau nom, épuisement au combat. Épuisement au combat, ou simplement épuisement. Ce terme a été introduit en avril 1943. Il était intentionnellement vague, intentionnellement inoffensif. Il ne devait pas stigmatiser les soldats. Il devait leur donner le sentiment qu'il ne s'agissait que d'un épuisement temporaire. Rien de grave, rien de permanent. Mais c'était un mensonge, car les chiffres racontaient une histoire différente. Voici les chiffres que Walter Reed a cachés pendant des décennies. Entre 1941 et 1944, près de 2 millions d'hommes ont été exclus du service militaire. 12% de tous les hommes examinés, c'était 6 fois plus qu'à la Première Guerre mondiale. 37% d'entre eux ont été refusés pour des raisons neuropsychiatriques. Cela signifie qu'ils n'étaient pas assez résistants psychologiquement pour la guerre, avant même de se battre. Et ceux qui se sont battus, entre 1942 et 1945, plus de 500 000 soldats ont été libérés de l'armée. Pour des raisons psychiatriques, 40% de toutes les libérations médicales aux États-Unis étaient des cas psychiatriques, 40%, presque la moitié. Et ce n'étaient que les chiffres officiels. Le nombre réel était beaucoup plus élevé, car de nombreux soldats n'ont jamais été diagnostiqués. Ils buvaient, ils battaient leurs femmes, ils se suicidaient. Mais ils n'ont jamais été considérés comme des cas de PTSD, parce que le PTSD n'existait pas officiellement. Le terme trouble de stress post-traumatique n'a été introduit qu'en 1980, 35 ans après la guerre. 35 ans pendant lesquels des millions d'hommes ont souffert, sans nom pour leur souffrance, sans traitement, sans espoir. Mais revenons au Nebelwerfer. Revenons à l'arme qui a brisé des hommes, non pas par ses explosions, mais par son son. Il y a une raison pour laquelle le son était si dévastateur. Cela a à voir avec la façon dont notre cerveau traite le danger. Lorsque nous entendons un bruit menaçant, notre corps réagit immédiatement. L'amygdale, le centre de la peur de notre cerveau, envoie des signaux d'alarme. L'adrénaline est libérée. Le cœur bat plus vite, les muscles se contractent. Le corps se prépare au combat ou à la fuite. C'est normal, c'est vital pour la survie. Mais que se passe-t-il lorsque cette réaction est déclenchée trop souvent? Que se passe-t-il lorsque l'alarme ne s'arrête jamais? Que se passe-t-il lorsque le bruit menaçant revient sans cesse? Le corps s'épuise, l'adrénaline est épuisée, les glandes surrénales n'en peuvent plus. Et alors l'esprit craque. Voilà ce qui est arrivé aux soldats en Normandie. Le docteur Jean Appel était psychiatre militaire. Il a étudié l'épuisement au combat, durant la bataille de Monte Cassino et la campagne d'Anzio. Sa conclusion était frappante. Pratiquement tous les hommes des bataillons de fusiliers qui ne sont pas mis hors de combat pour d'autres raisons finissent par devenir des cas psychiatriques, tous, sans exception. Ce n'était qu'une question de temps. Lors de la campagne de Normandie, les psychologues militaires ont constaté que l'efficacité au combat des troupes diminuait fortement. Après 30 jours de combat, après 45 jours, les soldats étaient dans un état presque végétatif. Et après 60 jours, 98% de ceux qui étaient encore en vie devenaient des cas psychiatriques. 98% en moins de 2 mois. C'est la réalité de la guerre, pas la réalité montrée dans les films. Pas la réalité que l'on trouve dans les livres d'histoire, mais la vraie réalité, la réalité que Walter Reed a cachée pendant des décennies. Et le Nebelwerfer était un accélérateur. Il raccourcissait le temps jusqu'à l'effondrement, parce que le son était inéchappable. On pouvait fermer les yeux, on pouvait détourner le regard, mais on ne pouvait pas se boucher les oreilles. Le son pénétrait dans la tête, dans l'âme, et il restait pour toujours.
Laissez-moi vous parler de quelques SAS, des cas qui ne figurent dans aucun rapport officiel, des cas que les anciens combattants ont racontés. Après la guerre, un sergent français a rapporté: la première fois que j'ai entendu le Nebelwerfer, j'ai cru que l'enfer s'était ouvert. C'était un bruit, comme rien de ce que j'avais jamais entendu. Des hommes autour de moi criaient, certains se jetaient au sol, certains couraient, certains restaient plantés là, à trembler. Un de mes hommes a fait pipi dans son pantalon. Il avait 22 ans, un joueur de rugby de Toulouse, un homme fort, et il était là, à pleurer comme un enfant. Un soldat britannique se souvenait, nous l'appelions Moaning Minnie, Minnie la gémissante, mais ce n'était pas un gémissement, c'était un cri qui ne s'arrêtait pas, même quand les roquettes avaient explosé. Je l'entendais encore, dans ma tête, pendant des années, parfois. Je l'entends encore aujourd'hui, quand je me réveille la nuit, seul, dans le noir. Alors je l'entends à nouveau. Un autre ancien combattant a rapporté: après 2 semaines de bombardement de Nebelwerfer, je connaissais des hommes qui ne pouvaient plus combattre, pas parce qu'ils étaient blessés, pas parce qu'ils étaient lâches, mais parce que leur esprit était brisé. Ils tremblaient, ils fixaient le vide, ils ne réagissaient plus aux ordres. Certains devaient être nourris comme des bébés, certains oubliaient leur propre nom. Ce n'étaient pas des hommes faibles, c'étaient des soldats qui avaient combattu pendant des mois. Mais le Nebelwerfer les a brisés, le bruit les a brisés. L'armée essayait de traiter ces cas. La méthode était simple, mais brutale. Les hommes psychologiquement traumatisés étaient évacués vers des postes de secours, juste derrière la ligne de front. Là, ils recevaient une dose de sodium amytal, un sédatif. Ils les plongeaient dans un sommeil profond, jusqu'à 48 heures. Ensuite, ils mangeaient un repas chaud, se douchaient, enfilaient un uniforme propre et étaient évalués par le personnel médical. L'idée était sommeil, nourriture, propreté. Cela les guérirait. Cela les rendrait à nouveau aptes au combat. Et pour certains, ça marchait pour quelques jours, peut-être pour quelques semaines. Mais ensuite, ils revenaient sur le front et entendaient à nouveau le Nebelwerfer et s'effondraient à nouveau. Parce qu'on ne peut pas guérir un trauma avec du sommeil. On ne peut pas le faire disparaître avec un repas chaud. On ne peut pas le cacher avec un uniforme propre. Le trauma reste. Il attend. Et il revient. Toujours. Les méthodes de traitement de 1943 sont devenues la doctrine officielle de l'armée américaine. Elles sont restées en vigueur pour le reste de la guerre. Et elles ont échoué, encore et encore. 424 000 soldats ont été admis dans des hôpitaux d'outre-mer pendant la Seconde Guerre mondiale, pour des troubles neuropsychiatriques. 38,5% de toutes les admissions, 69,1% de toutes les libérations neuropsychiatriques pour invalidité étaient des psychonévroses. Cela signifie que l'esprit était malade, pas le corps. Mais le corps était renvoyé chez lui, brisé, inutilisable, pour toujours. Et maintenant, en 2025, Walter Reed est toujours aux prises avec le même problème. L'étude de novembre 2025 le montre clairement. 40% d'abandon de thérapie dans les approches axées sur le trauma, comme la thérapie de traitement cognitif et l'exposition prolongée. Les taux d'abandon les plus élevés de tous les traitements du PTSD. Pourquoi? Parce que ces thérapies obligent les soldats à revivre le trauma. Ils doivent se souvenir, ils doivent ressentir, ils doivent traverser l'enfer. Encore une fois, et beaucoup n'y arrivent pas, ils abandonnent, ils partent, ils continuent de souffrir. Seul, un ancien combattant, que le vice-président J.D. Vance a rencontré en novembre 2025 au Walter Reed National Military Medical Center, un vétéran de combat lui a dit « Je reçois une thérapie à la kétamine depuis 1 an. C'est très positif.
Mais nous avons besoin de psychédéliques légaux. Sinon, les soldats chercheront des alternatives plus risquées. Des alternatives plus risquées, drogue, alcool, suicide, ce sont les alternatives. 80 ans après le Nebelwerfer. Nous n'avons toujours pas trouvé de solution. Mais laissez-moi vous en dire encore plus sur le Nebelwerfer, sur la technique, sur la tactique, sur les hommes qui le servaient. Le Nebelwerfer était servi par les Nebeltruppen. C'était la troupe chimique allemande, officiellement responsable des gaz toxiques et des armes fumigènes. Officieusement responsable de l'artillerie de roquettes. Le camouflage était intentionnel. Après le traité de Versailles, l'Allemagne n'était pas autorisée à avoir d'artillerie lourde. Alors, ils l'ont appelé Nebelwerfer, arme de brouillard, un nom qui sonne inoffensif, mais mortel dans la pratique. Le Nebelwerfer de 15 cm 41 a été introduit en 1940. Il était l'un des lance-roquettes les plus efficaces de la guerre, surtout sur le front de l'Est. Là, des batteries pouvaient tirer des salves dévastatrices. Destruction physique combinée à un impact psychologique. Les Soviétiques le craignaient, les Alliés le craignaient, quiconque l'entendait le craignait, et les Allemands le savaient. Ils ont utilisé le Nebelwerfer de manière stratégique, avant les grandes attaques, pour démoraliser l'ennemi, pour affaiblir sa défense, pas par la destruction, mais par la peur. C'était l'innovation. Les Allemands avaient compris quelque chose que d'autres armées ignoraient. La guerre psychologique est tout aussi importante que la guerre physique. Un soldat qui tremble de peur ne peut pas combattre. Un soldat qui ne peut pas dormir commet des erreurs. Un soldat dont l'esprit est brisé est inutile, et le Nebelwerfer brisait les esprits très efficacement. Laissez-moi vous parler de la bataille des Ardennes, décembre 1944. La dernière grande offensive allemande à l'ouest. Les Américains l'ont appelée la Battle of the Bulge, la bataille du saillant. Le 16 décembre 1944, 200 000 soldats allemands ont attaqué, soutenus par 1900 pièces d'artillerie et par des batteries de Nebelwerfer. Le résultat fut catastrophique. Pour les Américains, dès les premiers jours, la ligne américaine s'est effondrée. Des milliers de soldats ont fui, des milliers se sont rendus, et des milliers ont craqué psychologiquement. L'histoire officielle parle de la surprise, du froid, du brouillard, mais l'histoire inofficielle parle du Nebelwerfer, du son qui perçait le brouillard, du hurlement qui brisait les hommes, Moaning Mini ou Screaming Mimi, onomatopée horrible de la mort. Un officier américain a écrit dans son rapport « Le premier jour, j'ai perdu 20% de mes hommes. Pas à cause des tirs ennemis, mais à cause de la panique. Ils entendaient ce bruit et couraient. Je ne pouvais pas les arrêter. Personne ne pouvait les arrêter. » Un autre a rapporté « Après 3 jours de bombardement de Nebelwerfer, je n'avais plus d'unité apte au combat. Pas parce que nous n'avions pas d'armes, pas parce que nous n'avions pas de munitions, mais parce que les hommes ne pouvaient plus combattre. Ils fixaient le vide. Ils ne réagissaient pas aux ordres. Certains pleuraient, certains riaient, certains faisaient les deux à la fois. Après la bataille, 15 000 soldats américains ont été classés comme inaptes au service, pas blessés, pas capturés, inaptes, psychologiquement détruits. Ces chiffres ont été gardés secrets pendant des décennies. Le Pentagone ne voulait pas que le public sache combien d'hommes avaient été brisés. Cela aurait détruit l'image du soldat américain héroïque. Alors, ils ont caché les chiffres. Dans des rapports secrets, dans des archives verrouillées, jusqu'à aujourd'hui. Et le Nebelwerfer, il n'a pas disparu. Il a évolué vers des systèmes plus grands, vers des armes plus modernes, vers ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de MLRS, Multiple Launch Rocket System, lance-roquettes multiples, la version américaine, Mars, Medium Artillery Rocket System, la version allemande, et maintenant, en 2025, GMARS, Global Mobile Artillery Rocket System,
La collaboration entre Rheinmetall et Lockheed Martin en août 2025, le premier tir d'essai a eu lieu. Sur le légendaire White Sands Missile Range au Nouveau-Mexique, le système a tiré une roquette GMLRS. Le test a été un succès. Le GMARS peut atteindre des cibles à 400 km de distance. Il est plus mobile que le MLRS sur chenille. Il a le double de la puissance de feu par rapport au HIMARS. Et il prend en charge les munitions de nouvelle génération, le successeur du Nebelwerfer, 80 ans plus tard, construit par une entreprise allemande, en collaboration avec les Américains. L'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye. En avril 2025, Lockheed Martin et Rheinmetall ont signé une extension de leur déclaration d'intention. Objectif: un centre d'excellence européen pour la production et la distribution de roquettes et de missiles guidés, basé en Allemagne. Avec des activités dans d'autres pays européens, le PDG de Rheinmetall, Armin Paperger, a déclaré « Une ère de réarmement en Europe a commencé ». Il a raison. L'armée allemande a donné ses systèmes Mars 2 à l'Ukraine. Il reste 35 systèmes. Ils doivent être remplacés. Le GMARS est un candidat. L'Europulse en est un autre. Le Parlement allemand a déjà approuvé 65 millions d'euros pour 5 systèmes Pulse, un début. Mais seulement un début. Le réarmement continue. Et avec lui, l'histoire du lance-roquette, l'histoire qui a commencé avec le Nebelwerfer et qui est loin d'être terminée. Mais permettez-moi de terminer par une question que personne ne pose, une question que nous devons nous poser. Qu'avons-nous appris en 80 ans? Le Nebelwerfer brisait les hommes, par son son, par la peur, par la tension incessante. Aujourd'hui, nous avons de meilleures armes, des roquettes plus précises, des portées plus longues, une technologie plus moderne. Mais avons-nous de meilleures méthodes pour soigner les hommes brisés? L'étude du Walter Reed Army Institute of Research dit non. 40% abandonnent la thérapie, exactement comme il y a 80 ans, exactement comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons appris à tuer, nous avons appris à détruire, nous avons appris à répandre la peur, mais nous n'avons pas appris à guérir. C'est la vérité inconfortable. La vérité qui ne figure dans aucun manuel d'histoire, la vérité que Walter Reed a cachée et que nous devons affronter. Si nous voulons vraiment tirer les leçons de l'histoire, le Nebelwerfer n'était qu'une arme, acier et poudre, tube et roquette. Mais il a montré quelque chose de plus profond. Il a montré les limites de l'esprit humain, les limites de ce qu'un homme peut endurer. Et ces limites sont plus étroites que nous ne le pensons, beaucoup plus étroite. 98%, après 60 jours, c'est la réalité que nous voulons oublier, la réalité que nous refoulons, mais qui ne disparaîtra pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans 100 ans, car tant qu'il y aura la guerre, il y aura des hommes brisés, et tant qu'il y aura des armes comme le Nebelwerfer, il y aura des hommes qui se briseront à cause du son seul. C'est la leçon que nous ne voulons pas apprendre, mais que nous devons apprendre. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à cette chaîne. Je vous apporte les histoires qui ne figurent dans aucun manuel scolaire, les vérités qui sont inconfortables, les leçons que nous avons oubliées. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai pourquoi les équipages de Sherman se pissaient dessus quand ils voyaient un tigre, et ce qui se passait vraiment à 500 mètres. Activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Écrivez dans les commentaires, avez-vous eu un grand-père ou un arrière-grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale? En a-t-il jamais parlé? A-t-il jamais parlé des bruits? Je lis chaque commentaire, car ces histoires méritent d'être entendues, les victimes oubliées, les faits tus, les vérités qui dérangent. À bientôt pour une prochaine vidéo, mais avant de partir, laissez-moi vous raconter quelques détails supplémentaires, des détails qui rendent l'histoire plus complète. Le Nebelwerfer a connu différentes versions,
La plus connue était le Nebelwerfer 41 de 15 cm, mais il y avait aussi des modèles plus grands. Le Nebelwerfer 42 de 21 cm, 5 tubes au lieu de 6, mais des roquettes plus grosses, chacune pesant 112 kg, avec 10 kg d'explosifs, portée 7850 mètres. Et puis, il y avait le Nebelwerfer 42 de 30 cm. Seulement 6 tirs. Mais chaque roquette pesait 127 kg. Avec 45 kg d'explosifs, ce n'était plus une arme antipersonnelle, c'était une arme contre les fortifications, contre les bâtiments, contre tout ce qui se dressait sur son passage. Et le son, encore plus fort, encore plus strident, encore plus terrifiant. Les Allemands ont aussi développé le Panzerwerfer 42, une version blindée, montée sur un véhicule semi-chenillé, 10 tubes, 15 cm. Il pouvait avancer, tirer et disparaître. Avant que l'artillerie ennemie ne puisse réagir, c'était une autre innovation, mobilité, puissance de feu, terreur psychologique, combinée dans un seul véhicule. Les soviétiques avaient leurs Katyusha. Les Alliés les appelaient les orgues de Staline. Mais les Katyusha étaient moins précises. Elles tiraient plus de roquettes. Mais la précision était moindre. Le Nebelwerfer était un compromis. Moins de roquettes par salve, mais une meilleure précision. Et ce son terrible, que le Katyusha n'avait pas, du moins pas sous cette forme, les Alliés ont tenté de développer leur propre lance-roquettes. Les Américains ont construit le T-34 Calliope, 60 roquettes sur un char Sherman. Mais il était trop compliqué, trop peu pratique. Il a été très peu utilisé. Les Britanniques avaient le Landmatres, mais lui non plus n'a jamais atteint l'efficacité du Nebelwerfer. Les Allemands étaient simplement meilleurs. Dans le développement, dans la tactique, dans la guerre psychologique, c'était leur avantage. Et cela reste leur leçon pour les militaires d'aujourd'hui. Rheinmetall comprend cela. C'est pourquoi ils construisent le GMARS, non seulement comme une arme, mais comme un système, mobilité, précision, interconnexion, effet psychologique, tout ensemble. 80 ans après le Nebelwerfer, la leçon perdure. Et maintenant, pour conclure, j'aimerais vous parler d'un homme. Un homme qui a survécu au Nebelwerfer. Il s'appelait Jean-Pierre Dubois. Il était sergent dans l'armée américaine. 29e division d'infanterie. Il a débarqué en Normandie le jour J. Le 6 juin 1944. Il a survécu à la plage. Il a survécu aux haies. Il a survécu au combat autour de Saint-Lô. Mais le 15 juillet 1944, il a entendu le Nebelwerfer pour la première fois. Il l'a décrit plus tard comme ça. C'était comme la fin du monde. Un bruit que je n'oublierai jamais. Certains hommes criaient, d'autres couraient. Moi, je suis resté là, paralysé. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas penser, je ne pouvais qu'entendre ce hurlement, ce crissement. Et puis les explosions, partout. Je ne sais pas comment j'ai survécu, mais je sais qu'une partie de moi est morte ce jour-là. Jean-Pierre Dubois a continué à se battre, jusqu'à la fin de la guerre. Il a reçu 2 bronzes stars. Il a été promu sergent de première classe. C'était un héros, mais après la guerre, il ne pouvait plus dormir. Il buvait, il battait sa femme, il a perdu son travail. Et un jour, en 1952, il a entendu des feux d'artifice dans une fête foraine. Le son, le sifflement, le hurlement, tout est revenu. Le Nebelwerfer, la Normandie, les camarades morts. Il s'est effondré, en plein milieu de la fête foraine. Un adulte, un héros de guerre, pleurant comme un enfant. Il a été hospitalisé. Diagnostic, trouble anxieux sévère. À l'époque, il n'y avait pas de nom pour ça, pas de PTSD, trouble de stress post-traumatique, pas de traitement, seulement des pilules, et l'espoir que ça s'arrête un jour. Ça ne s'est jamais arrêté. Jean-Pierre Dubois est mort en 1967, à 47 ans, d'une crise cardiaque. Mais sa fille a dit plus tard,
Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. Il est mort le cœur brisé. La guerre l'a tué, seulement plus lentement que les autres. Voilà l'histoire du Nebelwerfer, pas l'histoire de l'arme, mais l'histoire des hommes qui l'ont entendu et qui n'ont jamais pu l'oublier, peu importe leurs efforts. C'est l'histoire que Walter Reed a cachée, l'histoire que nous devons raconter pour que nous comprenions, pour que nous apprenions, pour que nous n'oublions jamais. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois, mais laissez-moi vous dire une dernière chose importante. Quelque chose qui montre le lien entre le passé et le présent. En novembre 2025, le Walter Reed National Military Medical Center s'agrandit. Un nouveau bâtiment. Le Roosevelt Pavilion, 6 étages, 500 000 pieds carrés, 6 salles d'opération et 1000 postes pour le travail clinique et administratif, 600 millions de dollars d'investissement. C'est le plus grand agrandissement de l'histoire de l'hôpital. Mais voici l'ironie. L'hôpital a été agrandi alors que les États-Unis combattaient en Irak et en Afghanistan. Maintenant, près de 10 ans plus tard, il y a une paix relative. La capacité est plus grande que nécessaire. Mais la Defense Health Agency ne parvient pas à recruter suffisamment de personnel médical. Les législateurs proposent de donner accès à plus d'anciens combattants, plus de patients atteints de PTSD, troubles de stress post-traumatique, plus d'hommes brisés. L'histoire se répète, seules les armes ont changé. Pas la douleur, pas le traumatisme, pas les âmes brisées. Le Nebelwerfer a disparu, mais son héritage perdure dans les cauchemars des anciens combattants, dans les classeurs de Walter Reed Army Institute of Research, dans les séances de thérapie qui sont interrompues à 40%. C'est la vraie histoire. L'histoire que personne ne veut entendre, l'histoire que nous devons raconter. Et maintenant, une dernière pensée. Sur l'avenir, Rheinmetall et Lockheed Martin construisent le GMARS. 400 km de portée, des roquettes de précision, une technologie de pointe. Mais vont-ils aussi penser au son? Vont-ils aussi penser à l'impact psychologique? Vont-ils aussi penser aux hommes qui entendront ces roquettes? De l'autre côté? Je ne pense pas, parce que les armes sont construites pour détruire, pas pour guérir. C'était le cas en 1941. Et ce ne sera pas différent en 2025. Le Nebelwerfer n'était que le début. Le GMARS est la suite. Et quelque part, dans un avenir que nous ne connaissons pas, un soldat entendra un son qui ne le quittera plus jamais, un son qui détruira sa vie, lentement, sûrement, inéluctablement. Voilà, la leçon du Nebelwerfer, lance-roquette de brouillard. La leçon que nous n'avons pas apprise, la leçon que nous ne comprendrons peut-être jamais, mais que nous devons connaître. Permettez-moi de vous donner un dernier chiffre, un chiffre qui résume tout. 7%. 7% des anciens combattants américains souffrent de PTSD, troubles de stress post-traumatique, à un moment de leur vie. C'est légèrement plus élevé que dans la population générale. Mais réfléchissez-y. 7% de millions. Cela représente des centaines de milliers de personnes, des centaines de milliers d'âmes brisées, des centaines de milliers de familles qui souffrent, des centaines de milliers de vies détruites, non pas par les balles, non pas par les bombes, mais par le son, par le souvenir, par le trauma. Le Nebelwerfer n'était qu'un exemple. Il en existe d'innombrables autres, chaque arme qui produit un son unique, chaque explosion qui se grave dans la mémoire, chaque cri qui ne s'éteint jamais. C'est le vrai prix de la guerre, le prix que personne ne veut payer. Le prix que nous payons tout de même, génération après génération, guerre après guerre, trauma après trauma. Et Walter Reed, Army Institute of Research. Walter Reed traite toujours les symptômes, pas la cause. La cause, c'est la guerre elle-même, mais aucun hôpital ne peut guérir ça. Seule la paix le peut. Et la paix est rare, très rare. Alors,
que nous sachions au moins ce que nous faisons quand nous construisons des armes, quand nous menons des guerres, quand nous envoyons des hommes à la mort. Voilà mon message, emportez-le avec vous, pensez-y. Et n'oubliez jamais, le son de la guerre hante ceux qui l'entendent. À jamais. C'est la véritable histoire du Nebelwerfer, lance-roquette de brouillard. Et c'est la véritable histoire de la guerre. À la prochaine fois.